Bonjour à tous. Alors, comment ça se fait qu'il y ait autant de développeurs qui soient touchés par le syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a choisi un métier dont l'objectif quotidien, c'est d'apprendre, soit autant ébranlée à l'idée de ne pas savoir? C'est une question que je me suis énormément posée parce que j'ai moi-même été violemment touchée par le syndrome de l'imposteur. Et ce, quelles que soient les entreprises dans lesquelles je suis passée, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, quels que soient les challenges que j'avais à affronter. Et quand j'étais formatrice web, j'ai remarqué que la plupart de mes étudiants, ils avaient le même problème. Et ce, quelle que soit leur capacité réelle à la base. J'ai entendu des phrases assez violentes, comme « tout le monde y arrive, sauf moi, je dois avoir un problème ». La phrase qui revenait le plus souvent, c'était « je dois pas être fait pour être dev ». Et moi, celle qui m'a suivi le plus dans ma vie, c'était « je comprends pas pourquoi ils m'ont embauché ». Alors c'est des phrases qui sont très dures à entendre et qui traduisent un véritable mal-être au travail. Et si on essaye de définir un petit peu ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, parce que c'est un terme qui est quand même relativement à la mode, du coup on a plein de témoignages différents de personnes qui le vivent de toutes sortes. Et moi, je vais me concentrer sur les deux aspects principaux, ceux qui me parlent le plus, à savoir le fait d'avoir des doutes sur ses compétences, donc principalement dans le domaine professionnel, et le fait aussi d'avoir un sentiment d'imposture, qui fait que même quand on réussit, on s'attribue pas le mérite de cette réussite. Et bon, on a ce sentiment de doute, tout ça, on a des mots pour le décrire, mais en gros, comment on gère tout ça? Puisqu'en gros, c'est ça l'enjeu. Jusqu'à présent, je ne le savais pas, et c'était un petit peu une fatalité. Mais il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps, qui m'a permis d'avoir un regard complètement différent sur les choses. Et ça m'a apporté un début de réponse. Donc là, récemment, j'ai eu une discussion avec une amie, et on a commencé à discuter de tous nos parcours de vie, de nos parcours pro, perso, tout ça. Et donc moi, je lui explique qu'à 17 ans, j'ai fugué de chez mes parents, et j'ai enchaîné des petits boulots que j'ai pas mal perdus, tout ça. J'ai arrêté mes études, et j'ai vécu un peu chez les uns, chez les autres, et au final, j'ai terminé à la rue. Et ce qui était assez intéressant, c'est que moi, j'ai toujours eu une vision très négative de cette partie-là de ma vie. J'avais une forme de vraie culpabilité. Je me disais, mais pourquoi t'as pas attendu genre 1 an ou 2 de plus pour avoir un diplôme? Pourquoi t'as pas passé ton permis et t'as décroché un job? Comme ça, genre, tu commences bien dans la vie et après tu t'en vas et c'est cool. Non, il a fallu que tu te fasses un début de vie tout pourri et que tu t'en ailles bien trop tôt. Et donc je ressentais énormément de culpabilité, je m'en voulais et j'étais toujours là en train d'essayer de me battre, de me prouver des choses et tout. Et ça m'a donné en fait une relation assez négative avec le travail. Et c'est assez marrant parce que mon amie, elle a même pas attendu que je termine mon histoire. Et elle m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Elle m'a fait « Oh, mais t'as dû avoir tellement peur ». Et en fait, cette phrase, elle m'a bouleversée. Parce que jamais personne s'était arrêté sur ce moment-là de ma vie et m'avait dit ça. Les gens, ils avaient tendance à regarder dans l'avenir avec moi et à me dire « Oh, ça va, tu t'en es bien sorti, c'est cool et tout ». Et personne n'avait regardé ce moment-là. Et moi non plus d'ailleurs. Et à bien regarder, c'est vrai, quand j'étais à la rue, j'étais morte de trouille. Et en fait, ce que mon ami m'a permis de faire ce jour-là, c'est de légitimer mon sentiment de peur. Elle m'a permis de m'arrêter, de me poser et de vraiment commencer un travail de guérison, de cicatrisation. Et en fait, j'ai pu reconstruire par-dessus ça. J'ai été soulagée. Et après, j'ai arrêté de courir, j'ai arrêté d'essayer de lutter contre je sais pas quoi, et j'ai vraiment pu commencer à prendre ma vie en main. Donc, bon, je me suis dit, si j'ai réussi à faire ça avec un sentiment de peur, peut-être que je peux faire la même chose avec le sentiment de doute et d'imposture. Du coup, j'ai regardé un petit peu mon parcours pro, avec ce nouveau paradigme, et puis je me suis dit, bon, allez, on va regarder où est-ce qu'il était le syndrome de l'imposteur et comment ça s'est passé. Et ce que j'en ai déduit, c'est que j'avais à peu près toujours eu le syndrome de l'imposteur dans mon parcours dev, mais qu'il y a un moment dans ma vie où je ne l'avais pas eu, c'était pendant ma reconversion. Donc j'ai essayé d'analyser pourquoi. Alors, je me suis reconverti en 2018, je suis passé de graphiste dans le jeu vidéo à développeuse web. Et pour ce faire, j'ai participé à un challenge avec une école américaine en ligne qui s'appelle Udacity, et en partenariat avec Google. Donc c'était 3 mois de challenge,
on était 60 000, et les 6 000 premiers gagnaient 6 mois de formation avec une certification à la fin. Et il y avait 2 consignes pour réussir le challenge. La première, c'était de réussir tous les exos, les cours et les projets associés. Et la deuxième consigne, c'était de faire vivre la communauté. C'est pas vague du tout comme consigne. Donc, on n'a pas trop su ce que ça voulait dire, on n'a pas eu plus de précision, mais globalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on communique. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire et tout. Et il y a quelque chose d'assez fascinant qui s'est passé pendant ce challenge, c'est qu'en fait, aucun de nous n'a vécu le syndrome de l'imposteur. C'était juste pas du tout sur la table. On n'en a juste pas parlé. Et j'ai essayé d'analyser pourquoi, et j'en suis venu à la conclusion que cette communauté qu'on a essayé de faire vivre, ça nous avait permis de faire 3 choses qui nous ont aidés à ne pas faire naître le syndrome de l'imposteur. La première, c'était d'accepter ses doutes. La deuxième, c'était de les légitimer. Et la troisième, c'était de se rassurer grâce à du renforcement positif. Donc je vais revenir sur ces 3 points. Tout d'abord, accepter. Bon, on était sur un challenge estampillé Google, on était nombreux, c'était pour la plupart pas notre langue maternelle puisque c'était en anglais. On n'avait pas trop compris non plus pourquoi on avait été présélectionnés. Du coup, il était quand même communément et naturellement accepté qu'on était tous en train de douter et qu'on ne se sentait pas du tout légitime à l'idée d'être là. Donc ça, bon, c'était assez clair. Ensuite, légitimer. Ce qui s'est passé, c'est que avec cette consigne de faire vivre la communauté, on s'est rendu compte que qu'on fasse un article technique ou qu'on fasse un article sur nos doutes, en fait, on avait exactement les mêmes chances de remporter le challenge, parce qu'on faisait vivre la communauté de toute façon. Du coup, on ne s'est pas gêné, on a tous étalé nos doutes au grand jour, et il y avait toujours une personne pour te dire « Ah ben moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et du coup, on s'est tous mutuellement légitimés les uns les autres à se dire qu'on avait le droit de douter et de ne pas se sentir légitime à être là. Et ça m'amène sur le 3e point, qui est de se rassurer avec du renforcement positif. Avec tous ces groupes de parole, de discussion qu'on avait un peu partout, que ce soit technique ou pas, finalement, on a tous, tour à tour, été l'apprenti, l'enseignant, celui qui soutient et celui qui doute. Et ça nous a permis, en fait, quand on diminuait notre niveau d'énergie parce qu'on doutait, de tout de suite derrière le remonter, parce que on aidait quelqu'un, ou alors on répondait à une question tech, ou ce genre de choses. Et on a maintenu une forme d'équilibre comme ça, qui a fait qu'on n'a pas sombré dans le syndrome de l'imposteur. Du coup, pourquoi on est si nombreux en dev à vivre ce syndrome de l'imposteur? Tout simplement parce que ça fait partie de notre quotidien de sortir de notre zone de confort. Or, l'être humain, quand il sort de sa zone de confort, il doute. Et le problème, c'est que comme on est dans un cadre professionnel, on n'accepte pas du tout le fait de douter. Et on se dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Du coup, on se dit non, il faut surtout pas que je le fasse et tout. Et le pire, c'est que derrière, même quand on réussit, comme on est tellement focalisé sur le fait qu'on aurait dû réussir avant, on ne prend même pas cette énergie disponible pour se rassurer et remonter notre jauge. Du coup, on creuse l'écart, et puis on doute de plus en plus, et après ça se chronicise et ça se transforme en syndrome de l'imposteur. Alors, j'aimerais... qu'est-ce que c'est un développeur au final? Qu'est-ce qui fait un bon développeur? C'est certainement pas le fait d'écrire du code de son côté, tout seul, un code qu'on connaît déjà. Le but d'un développeur, c'est de résoudre des problèmes, donc de constamment passer d'un état de je ne sais pas à je cherche à je sais. Et c'est certainement pas de le faire seul. En fait, on a déjà une communauté de développeurs, que ce soit au boulot, avec vos collègues, tout ça, ou que ce soit sur Internet. Parce qu'on appartient tous à cette communauté sur Internet de développeurs. Et j'aimerais terminer avec le fait qu'il ne faut pas essayer de combattre le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est une émotion humaine. Et comme toute émotion humaine, si vous commencez à vous battre contre, en fait, elle va grandir, elle va grossir, et elle va prendre une ampleur énorme. Il faut juste essayer de la gérer, et je pense qu'il faut essayer de le voir comme un signal qu'on est en train d'apprendre, qu'on est en train de se surpasser, qu'on est en train de dépasser ses limites. Et au final, la preuve qu'on est sur le bon chemin pour devenir d'excellents devs. Merci à vous.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'ai une question sur l'origine de ce syndrome qui est relativement assez répandu. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale a une responsabilité pour ce syndrome? Est-ce que l'éducation, la façon dont on enseigne certaines matières à l'école, la pédagogie, fait qu'il y en a qui deviennent résignés Alors, la question c'est de savoir si l'éducation nationale a un rôle à jouer dans le syndrome de l'imposteur. Je ne peux pas répondre scientifiquement parce que j'ai pas les compétences pour. Après, j'ai pas mal voyagé et j'ai connu donc la Finlande, le Canada, tout ça. Et il y a moins ce sentiment-là dans certains autres pays. Souvent, quand les enfants n'ont pas un rapport trop de challenge et de punition avec l'école, souvent, il y a moins de doutes sur ses capacités, il y a plus d'envie d'entreprendre des choses. Donc, je ne peux répondre que par rapport à ce que j'ai vécu d'autres pays. Mais bon, pour la partie réaliste, avec des données scientifiques, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment est-ce que, du coup, tu fais pour aider d'autres personnes à sortir justement de ce syndrome de l'imposteur? Parce que, personnellement, j'ai déjà eu ce cas-là. Et même en montrant en fait tous les aspects positifs, des trucs, toutes les réussites. Et la personne parfois avait du mal à accepter en fait ses réussites et à sortir de ça. Ok, donc la question c'est de savoir comment on peut aider une personne à gérer son syndrome de l'imposteur, même quand on lui montre ses réussites et qu'elle n'est pas réceptive. Moi je pense vraiment qu'il y a ce niveau de jauge d'énergie, c'est que si tu es constamment en train de prendre des doutes dans les dents et que jamais tu remontes, en fait tu as une énorme dette et tu dois te prouver des dizaines et des dizaines de fois que en fait tu vaux la peine. Et je pense qu'en fait, il faut recharger ses batteries, c'est vraiment une émotion humaine, et ça, il y a des gens qui rechargent leurs batteries de manière très différente. J'aurais tendance à dire que c'est un travail déjà un peu sur le long terme, et de connaître un petit peu la personne et de l'inviter en fait, à faire des choses qui la rechargent, même dans d'autres domaines, quoi. Pour te donner un exemple concret, moi j'adore enseigner, et je sais que je peux réussir une tâche au boulot, ça va être moins valorisant pour moi, ça va moins me rassurer que si j'enseigne quelque chose à quelqu'un. Donc peut-être essayer de trouver la chose qui rend le plus d'énergie pour que ce soit notable. Oui. Un point important là-dessus, parce que du coup moi j'ai aussi pas mal à faire ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus, c'est que souvent en fait quand quelqu'un doit nous voir ou quand nous-mêmes on doute et qu'on va voir quelqu'un, la première réponse c'est « mais non t'es con, évidemment que c'est facile, tu peux le faire, t'as eu confiance en toi ». Et en fait ça revient, du coup tu l'as très bien exprimé, en fait la première réaction à avoir c'est d'accepter que c'est normal d'avoir des doutes. Et souvent en fait la première réaction des gens c'est de dire « non non, t'inquiète ». Et c'est vrai que c'est vraiment dur en fait. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup bloqué au début. Et le fait de dire oui, c'est normal. T'as peur, tu doutes, ok, mais tu vas voir, on va le faire ensemble, on va réussir ensemble. En fait, ça aide vraiment beaucoup. Alors, je suis pas sûre que je vais pouvoir tout répéter pour la captation vidéo. Mais oui, effectivement. Donc le fait de compléter en disant que. En disant tout ça, voilà. Clairement, il y a vraiment cette notion de légitimité. Moi, vraiment, ça a été très changeant pour moi quand mon ami m'a légitimé en fait sur mon sentiment. Le fait de d'abord s'arrêter et de se dire ouais, ce que tu ressens, c'est normal. Et je compléterai en disant qu'il y a pas mal de devs seniors qui vont te dire oh mais c'est facile, et que ça, pour une personne qui a un syndrome de l'imposteur, c'est terrible de savoir qu'en fait tout ça c'était facile. Donc il faut vraiment pas le faire. Oui. Est-ce que tu as mis en place des petites habitudes pour lutter contre ces peurs-là, contre ce syndrome? Est-ce que j'ai mis en place des habitudes? Oui, je vais beaucoup sur un Discord qui s'appelle Motivers et qui en fait est une communauté de développeurs où on partage en fait, où on discute énormément entre nous. Et je dirais que l'habitude quotidienne, c'est de discuter avec les gens, d'être attentif et de se sentir libre quelque part, n'importe où, de s'exprimer dès qu'on doute et de pouvoir aider des gens qui doutent. C'est vraiment un petit peu de choses quotidiennes comme ça qui permettent de toujours se sentir bien. Oui. Alors je suis désolé, je suis peut-être le seul qui n'est pas dev ici. Et du coup, en fait, la nature du syndrome, elle est plus sur les aspects techniques, parce que il faut toujours être à la pointe de la techno et on a peur de ne pas arriver à résoudre un problème avec tel ou tel stack, ou est-ce que c'est par rapport à la place du dev dans l'entreprise, c'est sur quels aspects que ça se retrouve en
Alors la question c'est, du coup tu dis que t'es pas dev et que tu veux savoir dans quels aspects de la vie il y a le syndrome de l'imposteur, c'est ça? Ouais, pour qu'après, si j'échange avec un dev, je sache mieux du coup sur quels aspects je peux... Ah ok, pour que si tu échanges avec un dev, tu puisses savoir où est situé son syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai vu des syndromes de l'imposteur dans tous les domaines de la vie, que ce soit sur le milieu professionnel, que ce soit une activité artistique ou même personnelle. En fait, c'est vraiment plutôt un endroit où on va douter de ses compétences et on va pas être rassuré dessus. Moi, de ce que j'ai vu de mes étudiants et de ce que j'ai pu vivre, il y avait pas mal de choses côté technique, mais il y avait aussi de savoir si on avait sa juste place dans l'entreprise et en fait de savoir quelle était notre valeur ajoutée, que ce soit humainement ou professionnellement finalement, enfin ou techniquement.